Merci à tous d'avoir réfléchi avec nous. Du coup, on va vous proposer, alors restitution, c'est un bien grand mot, quelques notes de synthèse ou quelques éléments saillants de ce qui a été dit dans chacun des ateliers. Tout ça sera capitalisé aussi de toute façon de différentes manières dans le cadre de la suite du programme. On va d'abord commencer par Paola qui va traiter du coup la question de comment, enfin qui était dans le groupe qui traitait la question de comment on développe l'habitat participatif pour les seniors. Et sur comment on démocratise l'habitat participatif. Enfin voilà, je ne fais pas le débat à ta place du coup, j'y étais pas en plus. Et voilà, donc on a quelques minutes pour chaque personne, chaque groupe. Ça marche, ouais. Alors du coup, nous c'était le groupe, l'intitulé c'était démocratiser l'habitat participatif pour les seniors. Une des premières remarques qui a été faite, c'était qu'en fait, il ne fallait pas se limiter aux seniors et que c'était démocratiser l'habitat participatif en général. Et que finalement, avec les seniors, il y avait déjà une grosse demande et que c'était pas tellement le démocratiser, mais le massifier, quoi, le rendre plus accessible pour les seniors. Après, il y a eu cette question de dialogue entre les différents acteurs de l'habitat participatif, que ça faciliterait l'émergence de l'habitat participatif. Donc ces acteurs, ça va être le bailleur, ça va être les élus, ça va être les habitants. Et donc d'être vraiment dans une écoute mutuelle de ces différents acteurs, qu'il n'y ait pas une lutte, quoi. Même si parfois les habitants, on avait quelqu'un qui témoignait là-dessus, peuvent avoir des rêves et des demandes, etc. Si jamais ils vont vers la collectivité pour demander de l'aide, comprendre aussi que la collectivité aura un peu un agenda politique. Donc voilà, qu'il y a un peu cette écoute mutuelle qui doit être présente. Après, en plus de l'écoute, il y avait cette idée de formation, qu'en fait, peut-être les différents acteurs avaient besoin d'être formés et outillés pour faciliter l'émergence de l'habitat participatif et donc directement soutenir les collectivités pour ça et les former davantage sur le sujet. Après, qu'est-ce qu'on a dit d'autre ? On a dit aussi qu'au-delà des acteurs de l'habitat participatif en tant que tel, il y avait aussi le grand public qu'il ne fallait vraiment pas oublier. Et donc faire un peu de... Même s'il y a déjà beaucoup de seniors qui sont intéressés, peut-être qu'ils ne savent pas exactement comment ça fonctionne, avoir déjà une sensibilisation grand public pour les seniors qui peuvent être un peu intéressés mais qui veulent en savoir plus, c'est aussi hyper important. Après, il y a l'idée aussi de la réhabilitation plutôt que de la construction en neuf qui est ressortie plusieurs fois. Peut-être parce que ça peut aller plus vite, alors c'est encore à débattre, mais comme il y a cette question du temps pour les seniors qui est assez importante, voilà, ça peut être intéressant d'aller plus sur de la réhabilitation d'anciens bâtiments, quoi. Et enfin, l'importance de l'accessibilité pour tous, donc de rendre l'habitat pour les seniors plus accessible, l'habitat participatif plus accessible, en travaillant, l'accès au foncier notamment, que ce soit plus facile, avec plus de locatif social aussi, et l'OFS. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je ne sais pas si notre groupe veut compléter, mais je crois que c'est tout. Enfin, c'est l'essentiel. Ah, Ludo, tu veux expliquer ? Un petit peu quand même. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Non, mais Paola nous a rejoint comme responsable programme il y a quelques semaines et du coup le terme d'OFS ne lui parle pas encore peut-être énormément. Et les OFS, c'est les organismes fonciers solidaires. L'idée, en fait, c'est la dissociation entre le bâti et le foncier. Et donc, c'est l'idée que, pour être très concret, quand on monte un projet en bail réel solidaire avec un office foncier solidaire, l'office foncier solidaire, c'est une structure à part qui va acheter le terrain, qui est une structure dont le but n'est pas de faire, du coup, justement, dont le but est de garder la propriété du terrain le plus longtemps possible pour pouvoir, en fait, la louer aux personnes qui vont ensuite faire construire leur logement dessus. Donc en gros, on a des futurs acquéreurs qui ne vont payer que le bâti en tant que tel et qui vont payer une redevance locative tous les mois, ce qui permet du coup de ne pas, d'une part, supporter au moment de l'achat le coût du terrain, parce que les terrains sont souvent très chers, notamment dans les zones tendues. Et puis ça permet que dans la durée, quand on revend son logement, on revend uniquement le bâti et on ne revend pas non plus avec une surcote sur le terrain, ce qui permet d'avoir, dans l'idéal, un effet vertueux qui permet d'éviter du coup la spéculation foncière et le fait que les prix du foncier montent tout le temps. Voilà, et donc notamment à Rennes, ils sont assez en pointe là-dessus. Donc ça, c'est des dispositifs d'accession sociale, le bail réel solidaire, mais c'est aussi des dispositifs qui commencent à se développer probablement du coup un peu dans tout le parc, pas uniquement du coup sous plafond de ressources, mais aussi dans d'autres dispositifs quand les collectivités veulent vendre leur foncier. Je passe donc la parole à Jérôme.
Voilà, donc notre groupe s'intitulait « Faut-il réinterroger l'évidence de l'intergénérationnel ?» Nous avons parlé beaucoup des préjugés. Les préjugés sur cette question-là de l'intergénérationnel. Alors, d'abord, faut-il sécuriser? Et puis, comment sécuriser? Est-ce qu'il faut mieux mettre des grillages autour des maisons ou au contraire que la présence des vieux vient sécuriser? Voilà, on a cité le slogan pour élever un enfant, il faut un village entier. Voilà. Bon, on a aussi quand même recueilli l'opinion qu'il y a quand même des différences entre les plus jeunes et les plus seniors, que c'est sûrement plus facile de financer un projet en habitat participatif lorsqu'on a un âge où on peut se permettre de vendre un pavillon que par rapport à un jeune ménage qui va à la banque pour la première fois sans soutien. Un peu sur le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure. Voilà, et puis vis-à-vis du temps aussi, les jeunes avec des enfants, ils ont le temps de rien faire, ils sont débordés. Et puis les vieux avec la retraite, qu'elle soit à 62 ou à 64 ans, eux, ils ont du temps. Hein. Voilà. Et puis tout le monde ne peut pas devenir locataire aussi, une différence entre les propriétaires et les locataires. On s'est interrogé sur les préjugés sur l'entre-soi. Voilà. Et puis sur des interrogations sur les systèmes de cooptation qui existent pour rentrer dans un habitat participatif ou de casting quand on rentre dans une colocation. Est-ce que ça va avoir une connotation et des préjugés plutôt un peu négatifs? Si on fait de la cooptation, inévitablement, tous les occupants vont être tous pareils au bout d'un moment. Ou au contraire, c'est intéressant parce que ça permet d'informer au préalable des valeurs, des principes de là où on va mettre les pieds dans un habitat participatif demain. Alors après, il y a une question technique aussi. Ça, ce n'est pas un préjugé, mais c'est une question technique qui est revenue souvent. La question de l'isolation phonique, la question du bruit. Le bruit, ça peut être un vrai problème. Hein. Ça, oui. Hein. Ça c'est pas un préjugé. Ça s'entend souvent. Et puis, il y a aussi un autre regard ou une autre écoute du bruit, c'est que se laisser déranger, ça peut aussi avoir beaucoup de charme. D'avoir les gosses qui courent dans l'escalier, ça peut faire beaucoup de bruit. Et il y en a qui aimeraient bien qu'il y ait des gosses qui viennent courir devant chez eux. Voilà. Bon, donc tout ça est compliqué, quoi. On a aussi quand même échangé sur le fait qu'il y avait d'autres diversités sociales que l'âge, que la génération. Il y a quand même la différence entre les propriétaires et les locataires. Ça, c'est quand même un fondamental. Il y a la différence entre les couples et les célibataires. Ça aussi, c'est un autre fondamental. Qu'il y a aussi des différences de revenus entre ceux qui en ont un peu plus ou un peu moins. Et que la diversité sociale d'un groupe, ou au contraire l'homogénéité sociale d'un groupe, elle se fait aussi sur ces critères-là et pas seulement sur l'âge. Voilà. Mais, pas en conclusion, mais une petite musique qui revenait dans ce groupe, c'est que des fois, l'intergénérationnel, ça s'impose plus que ça ne se décide, notamment au fur et à mesure du temps qui passe. Voilà. Et puis, il y en a d'autres aussi qui l'ont dit, et ça a été répété, que l'intergénérationnel, en fait, c'est aussi une des formes de la vie. Merci, Jérôme. Bien. Alors, nous, on avait la charge de s'attaquer à l'intitulé « Anticiper les dépendances ». Et donc, on a commencé par attaquer le principe de l'anticipation et celui de la dépendance. Voilà. Donc, avec déjà en rappelant que la question de la dépendance, c'est pas d'abord une question liée à l'âge, mais c'est une dimension qui traverse tous les âges de la vie, et que la question de l'anticipation, c'est une dimension qui a de grandes limites dans la mesure où
on ne sait jamais exactement comment les choses vont se passer, ni dans quel contexte elles vont se passer, parce qu'il y a la nature de l'événement, et puis il y a les conditions dans lesquelles on l'accueille à un moment donné, avec des forces plus ou moins importantes, des circonstances plus ou moins facilitantes, etc. Et donc une multitude de paramètres qui vont faire qu'il n'y aura pas deux situations identiques et donc deux capacités identiques d'accueillir un événement. Donc après avoir dit ça, ça nous a amené à souligner l'importance, en tout cas dans les exemples qui ont été partagés à l'intérieur du groupe, du préalable et du terreau qui est constitué au sein des groupes par l'habitude de parler ensemble, de construire ensemble, et de pouvoir nommer à la fois ses possibles, ses limites, et de travailler à ce que cela soit le support de la vie collective et d'une création collective adaptée évidemment au moment auquel on se trouve. Et que cette possibilité de parler, c'est quand même celle qui est à la base, et d'être dans le dialogue et dans la recherche collective de solutions. C'est ce qui est à la base du prendre soin, qui nous a été rappelé par Alage tout à l'heure, qui va être d'autant plus efficient que chacun aura pu dire à quel endroit il peut se sentir éventuellement ressource et à quel endroit il peut éventuellement ne pas pouvoir se sentir ressource. Et que la richesse, on va dire, de ce qui peut se produire en habitat participatif ou de la je ne sais pas si le terme est pertinent à cet endroit-là, mais de la résilience qui peut être mise en œuvre face à des événements justement imprévus, c'est d'avoir eu ce préalable et cette habitude de faire face collectivement, en pouvant se dire les choses. Et en pouvant s'appuyer sur le collectif, c'est-à-dire que si l'un ne peut pas, à un moment donné, dans une circonstance donnée, il y a peut-être quelqu'un d'autre à côté pour lequel, oui, c'est possible. Soit parce que c'est le moment possible, soit parce que sur ce terrain-là, lui ou elle peut être ressource. Voilà, donc on a rappelé l'intérêt donc de la dimension collective qui ouvre plein de possibles, beaucoup plus que ceux qu'on a à disposition quand on est dans un foyer qui n'est pas relié à un collectif. Et puis, dans ce vécu de gouvernance partagée qui donne finalement une colonne vertébrale et une capacité à faire face aux événements. Après, on a aussi rappelé que c'était évidemment pas, ça permettait pas non plus de faire face à toutes les situations et qu'il y avait bien sûr des limites qui pouvaient être posées d'ailleurs par les personnes elles-mêmes, qui à un moment donné pouvaient souhaiter rentrer dans des formules plus institutionnalisées, demandées par les familles ou par les groupes, et que là encore, la question c'est comment ça va pouvoir se construire, se parler, et comment on va pouvoir se trouver dans une dimension, une construction concertée, et qui va être dans lequel on va convenir ce qui sera peut-être la solution la plus ajustée à la situation à un moment donné. Donc, beaucoup d'exemples ont été partagés sur des situations réussies d'accompagnement de moments tout à fait délicats, en rappelant que ce qui rend possible cet accompagnement, ce n'est pas forcément non plus l'âge, mais ça peut être quelquefois l'expérience de vie des personnes qui composent le groupe, et puis des expériences plus difficiles ou qui ont conduit à des changements d'habitat, parce que là, les limites avaient été atteintes, et également de ce qui pouvait être facilité par des modes d'organisation qui auraient déjà permis de faire la place à, par exemple, des espaces pour les aidants, inscrits pour des aidants, inscrits d'emblée dans la typologie de l'habitat, ce qu'aujourd'hui on peut voir surgir dans certains groupes. Ce qui amenait aussi, et ce qui a amené aussi notre groupe à parler avoir à échanger sur
les chevauchements et les différences entre habitat participatif et habitat inclusif, avec aussi le rappel qui nous a été fait que ce terme d'habitat inclusif, qu'on finit par aborder de manière un peu trop rapide parce qu'il a une définition institutionnelle et qu'il a fait rentrer dans un langage qui circule entre nous, mais qui n'est pas forcément un langage bien approprié par tout un chacun, et qu'il s'agirait souvent de revenir un peu aux définitions. Et donc on a pu évoquer ces situations et les différences qui peuvent exister, parce qu'on avait la chance d'avoir parmi nous aussi un bailleur qui avait pu développer des projets d'habitat partagé, accompagnés, appuyés sur des porteurs de projets qui avaient pu installer des dispositifs avec des financements et donc des logements offerts à des personnes âgées ou handicapées qui pouvaient être regroupés avec une présence continue d'un tiers professionnel financé, et de l'intérêt du dialogue qui peut s'instaurer entre ces formes institutionnelles qui essayent aujourd'hui de mettre du logement partagé au sein de la ville pour lutter contre d'autres formes d'institutionnalisation, et nos projets plus organiques d'habitat participatif qui, eux, vont construire l'inclusivité au fil des événements de la vie et en fonction des besoins des membres du groupe et de leur évolution. Comment peut-il y avoir un dialogue entre ces deux univers? Comment ils peuvent s'inspirer mutuellement et comment l'inventivité qui peut se créer en habitat participatif pour trouver les conditions d'un accompagnement d'un faire avec les dépendances pouvait aussi inspirer les pratiques plus institutionnelles d'habitat partagé. On n'a pas répondu à la question, mais en tout cas, on a ouvert et affirmé l'intérêt d'un dialogue. Et puis, on a terminé dans notre échange avec aussi cette question que la possibilité qui allait s'ouvrir, qu'il y ait des financements ou des appuis des caisses de retraite au projet d'habitat participatif pouvait évidemment conduire à ce qu'il y ait détermination de conditions d'accès à ces aides et de critères. Et comment pouvons-nous nous préparer? Quelles seraient les conditions, les bonnes conditions qui permettraient à la fois de pouvoir répondre des intentions qui sont les nôtres sans forcément les formater dans des déclarations préalables dont on a pu voir au sein des habitats que finalement on ne décline pas un projet pédagogique à l'intérieur d'un habitat participatif comme on le déclinerait dans un établissement. C'est relativement antinomique. Donc comment arriver à faire pour qu'il puisse y avoir de la part des projets d'habitat participatif une démonstration d'une intention sans que celle-ci ne l'enferme et que ça soit suffisant pour les financeurs qui viendraient aider. Et les deux éléments qui ont été évoqués, c'est un tout début de réponse, parce que je pense que c'est un chantier sur lequel il y aura nécessité à travailler encore, c'est qu'évidemment, il y a un certain nombre d'aspects tout à fait techniques qui peuvent être facilement mis en avant sur comment un groupe s'est structuré un projet pour pouvoir accueillir, pouvoir respecter des normes PMR, pour pouvoir avoir des locaux qui soient adaptés à tout type de difficultés ou au maximum de problématiques liées à la perte d'autonomie, mais également comment une attention peut être portée aux conditions qu'un groupe se donne pour construire cette gouvernance partagée qui est
marques de fabrique et qui fait partie de l'ADN de l'habitat participatif et dont on voit que c'est le socle à partir duquel il va y avoir une capacité des groupes à accueillir les événements et à s'entraider au travers des événements. Et une capacité également à pouvoir vivre des dépendances portées en commun, non pas comme des fardeaux, mais comme le terreau d'une histoire qui se construit en commun. Voilà. Donc cette attention à la dimension de la gouvernance, de la constitution du groupe, ça nous est apparu comme un des aspects qui était vraiment le plus important dans la constitution de ce qui permettrait de justifier, en tout cas, que les intentions d'être dans le prendre soin et l'entraide vont avoir les moyens de se déployer à l'intérieur d'un habitat. Voilà. Merci beaucoup. Là, je vais laisser Paola nous redonner les grandes étapes du programme qui arrive. Je pense que certains d'entre vous connaissent déjà le programme, parce qu'on en a parlé ce matin, mais juste pour redire les grands axes du programme senior qu'on fait avec Malakoff Humanis. Le premier axe, du coup, ça va être la sensibilisation grand public. Et donc, dans cet axe-là, il va y avoir des sensibilisations locales réalisées sur tout le territoire par les structures locales membres du réseau HPF. Il va aussi y avoir des webinaires qui vont être organisés tout le long de l'année. Il y en aura 5 ou 6 tous les 2 mois. Et ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle le groupe de contribution. Donc, certains d'entre vous ont déjà reçu le mail et en font partie. L'idée de ce groupe, c'est de se réunir tous les 2 mois et d'aborder en fait ensemble des thématiques en lien avec le vieillissement en habitat participatif. Et on définira ces thématiques ensemble lors de la première réunion qui a lieu le 5 mai de 10h à midi. Et après, c'est tout au niveau de la sensibilisation grand public. Et ensuite, il y a un deuxième axe très central aussi dans le programme qui est vraiment l'accompagnement à l'émergence de l'habitat participatif pour les seniors. Et donc là, du coup, il va y avoir un appel à manifestation d'intérêt qui va être diffusé à la mi-mai. Et du coup, là, l'idée, c'est vraiment de financer un accompagnement, soit à travers le financement d'une étude de faisabilité, soit à travers un accompagnement du collectif d'habitants. Et enfin, le dernier grand axe du programme, c'est la formation des acteurs des caisses de retraite. Malakoff Humanis est aussi leur partenaire. Et donc, dans ce cadre-là, il va y avoir un peu une tournée des territoires dans lequel Regain va faire la formation des différents acteurs des caisses de retraite. Et donc, en gros, les prochaines dates importantes, c'est le 4 mai, il y a la réunion du groupe de travail. Le 5 mai, le groupe de travail, du coup, qui est un groupe composé d'une quinzaine de personnes, qui va un peu donner les orientations stratégiques et politiques du programme. Et donc, il y a une réunion le 4 mai. Après, le 5 mai, comme je l'ai dit, c'est la réunion du groupe de contribution. Ensuite, le 16 mai, il va y avoir aussi une visio pour ce qu'on a appelé un peu les opérateurs du programme, donc les structures locales ou autres qui vont mettre en œuvre les sensibilisations locales, etc. Et donc là, ça va être une réunion un peu d'information le 16 mai. Et après, à la mi-mai, il va y avoir la diffusion de l'appel à manifestation d'intérêt. Et c'est tout, je crois. Je crois que c'est tout. Bon, voilà, ça fait pas mal de dates, mais on en verra un petit... En fait, on vous enverra des infos là-dessus si vous voulez. Je pense qu'on a vos adresses mail du coup par ceux qui se sont inscrits. Je pense que ce qui peut le plus facilement concerner les personnes qui sont là, en tout cas c'est comme ça que ça a été pensé, c'est le groupe de contribution, donc, qui est donc le 5 mai à 10h. Et donc ça, on vous renverra une information pour vous dire que ça a lieu. Là, l'idée vraiment, c'est d'être dans un échange entre habitants ou futurs habitants, et pourquoi pas du coup des accompagnateurs de projets aussi, etc. Mais voilà, d'être plutôt vraiment dans de l'échange, un peu comme on l'a fait là, sur différentes thématiques, avec effectivement l'idée que ce soit les thématiques qu'on aborde, on les définisse avec ceux qui seront là la première fois. Voilà. Et puis, comme on a effectivement imaginé des webinaires, donc ces webinaires, ils auront plutôt vocation à être destinés au grand public pour faire découvrir que ça existe, cette forme d'habitat, et comment on peut s'y prendre, etc. L'idée, c'est qu'on puisse aussi définir avec ce groupe de contribution quels sont les thèmes des 5-6 premiers webinaires qu'on va faire cette année, quoi. Voilà. Je pensais brusquement, en me référant à la richesse des exemples qui ont été partagés au moment du sous-groupe, qu'il y a une capitalisation aussi d'expériences, de questions, à la fois sur ce qui a pu être traversé, qui n'était pas imaginé au départ, voilà, mais qui a pu l'être, ou sur les limites qui ont été rencontrées et pourquoi elles ont été rencontrées à un moment donné. Et peut-être on pourrait faire un appel comme ça
à témoignages, à petites vignettes. Enfin, si certains pouvaient les déposer, si on pouvait offrir un endroit dédié qui nous permettrait de capitaliser aussi tout ce matériau, parce que en fait, on est quand même en train d'essayer de pouvoir construire et capitaliser sur des innovations qui sont en cours, quoi, hein, et qui méritent évaluation. Complètement. Effectivement, le groupe de contribution, la vocation, c'est un peu qu'on arrive aussi effectivement à capitaliser la ressource qui en ressortira, enfin, qu'en tout cas ça puisse être mis à disposition en tant que commun quelque part pour effectivement à destination des décideurs, mais aussi à destination des futurs habitants, etc. Et donc on va imaginer un système de fiches et de différents formats. Donc voilà, vous avez compris, ce programme-là, on le démarre là juste il y a un mois, donc on est vraiment en train de structurer un peu son démarrage, mais donc vous en entendrez reparler régulièrement. Il me reste du coup à vous remercier, voilà, remercier. C'est moi qui fais la clôture, on avait dit. Bon, okay, je fais la clôture. Ok. Donc merci beaucoup à tous d'être venus. On aime bien ces formats-là de visite et de rencontres. Je ne sais pas si vous avez trouvé que c'était intéressant ou quoi, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on aura envie de reproduire, je pense. On s'est déjà dit qu'on en referait un à coup sûr au mois d'octobre. On ne sait pas encore exactement où, et ce sera à la fois sur le sujet probablement du vieillissement et senior. Il y a aussi des croisements qui se font à cet endroit-là. Oui, de notre programme aussi sur les quartiers populaires. Excusez-moi, je voyais vos regards, je me disais tiens, oui, c'est la fin de la journée, ça tire un peu. Donc oui, on va voir comment on fait la programmation de ces prochains temps, mais on pense reproposer ça régulièrement. Et voilà, merci à tous encore d'être venus, merci à tous ceux qui ont participé, qui sont intervenus, que ce soit devant tout le monde ou dans les groupes de travail. Et oui, et puis un spécial merci aux 3 groupes qui nous ont accueillis pour leur visite dans leurs habitats participatifs ce matin.